chance et l'honneur d'accueillir donc Laetitia Guerlin, qui est maîtresse de conférence, maître de conférence, je ne rentrerai pas dans les subtilités sémantiques. La fiche dit maîtresse. Voilà. À l'université de Bordeaux, qui est chercheur ou chercheuse, je ne sais toujours pas ce qu'il faut décider, au Centre Aquitain d'Histoire du Droit. Laetitia Guerlin est une juriste de formation, mais qui est bien entendu une spécialiste d'histoire du droit. Ses spécialités sont plus exactement l'histoire de la pensée juridique, de la sociologie du droit et de l'anthropologie du droit. C'est bien sûr dans ce cadre-là qu'elle interviendra aujourd'hui. Je voudrais simplement souligner que Laetitia Guerlin a un parcours extrêmement brillant. Je ne reviendrai pas sur les prix de thèse qu'elle a obtenus, sur les mentions qu'elle a obtenues à différentes occasions. Je voudrais insister sur ce qu'elle est aujourd'hui, chercheur avant tout et enseignante. Elle le revendique haut et fort. Mais en tant que chercheur, sur les responsabilités importantes qu'elle occupe, entre autres la revue électronique Clio Artemis, mais bien d'autres associations, bien d'autres sociétés savantes et supports de publication. Et je voudrais insister aussi sur le caractère extrêmement prolifique de Laetitia en termes de publication. Je prends juste 4 exemples, parce que la liste sinon serait exhaustive et un peu lourde quand même dans ce contexte. Mais je prends les 4 exemples extrêmement récents. Une notice sur Jean Carbonnier dans un ouvrage paru à Cambridge University Press cette année. Un article dans Clio Artemis, toujours cette même année, sur évolutionnisme et histoire comparée du droit chez Émile Jobé-Duval. Un livre qu'elle a co-dirigé avec, si je ne me trompe, Nader Hakim, les littératures populaires du droit, paru chez L'Extenso, toujours en 2019. Donc je reste en 2019, rien que sans vous mentionner le fait qu'elle a, pendant ce temps-là, rédigé son habilitation à diriger des recherches qu'elle soutient incessamment. Et donc je me suis dit qu'il fallait quand même faire une incursion en 2018 pour vous montrer que les choses n'ont pas commencé en 2019 pour Laetitia Guerlin. Et je cite les habits neufs de l'anthropologie juridique dans un ouvrage collectif de quelqu'un que vous connaissez, Prévost et Laurent Bonne, Xavier Prévost que vous connaissez bien sûr, au Centre Aquitain d'Histoire du Droit, ouvrage intitulé « Penser l'ancien droit privé » paru chez L'Extenso en 2018. La liste est très longue, je m'arrête là. Aujourd'hui, Laetitia fait une intervention dans le club même de ses compétences sur le thème « Histoire et mémoire dans les facultés de droit » pour une histoire prédisciplinaire de l'anthropologie juridique. Les périodes concernées sont ses périodes de prédilection, les 19e et 20e siècles. Laetitia, tu as bien sûr la parole. Merci beaucoup Baudouin et merci pour cette présentation qui, je pense, a fait peur à tous mes étudiants. N'écoutez pas trop ce qui vient d'être dit. Il faut toujours faire peur aux étudiants. Et je suis très honorée et très heureuse d'inaugurer ce cycle Sciences sociales du droit, en partenariat donc avec notre centre de recherche, ce qui j'espère augure d'une collaboration à long terme avec le LAM et avec Baudouin dans le futur, parce que c'est toujours très important, ce décalage du regard dont Baudouin vous a parlé. Alors cette intervention, elle vise en fait à vous présenter un projet de recherche. Donc c'est pas du tout quelque chose de ficelé, c'est pas quelque chose de verrouillé. Un projet de recherche que je mène avec mon collègue Frédéric Audren, que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore, mais connaîtront au fur et à mesure qu'ils auront des séminaires tout au long de l'année. Alors c'est un projet qui en fait a 4 ou 5 ans maintenant. Et en fait c'est un projet qui est parti d'un constat, ou en tout cas d'une intuition de notre part, qui est que les juristes, de manière générale, s'intéressent très peu aux sciences humaines et sociales. Très peu au SHS, et surtout, en ce qui nous concerne, très peu à l'anthropologie, pour des raisons, alors bien sûr Baudouin nous fait mentir, mais pour des raisons qui tiennent à la spécificité du travail juridique. Le juriste est un technicien, et donc du coup, les juristes, et vous êtes passés sur les bancs de la faculté de droit, pour un certain nombre d'entre vous, vous le savez, les juristes sont formés pour travailler la matière juridique
indépendamment de toute considération sociale, culturelle, économique. Alors ça ne veut pas dire que le droit n'a pas d'implication sociale, culturelle, économique, c'est l'évidence même. Mais ça veut dire simplement qu'en fait, le bon juriste n'a pas besoin d'intégrer ces données à son travail quotidien, hein, pour mener ce que Yann Thomas appelait les opérations du droit. Donc édicter, interpréter, appliquer la norme. Non. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste de sociologie ou d'anthropologie pour faire ce travail technicien qui est celui du juriste. Et en fait, dans la façon dont il argumente, eh bien, le juriste, dit-on, doit justement penser en juriste, raisonner en juriste. C'est le titre d'un ouvrage qui vient d'être traduit, hein, que vous avez ici. Penser en juriste, c'est-à-dire parler droit. Et penser comme un juriste, ça suppose, pour beaucoup de collègues juristes, d'exclure de leurs propos les considérations exogènes à la science du droit. Donc on fait du droit et rien que du droit. Et le discours du droit est justement marqué par une rhétorique de l'impersonnalité, par une rhétorique de la neutralité, la plupart du temps. Et ce mythe de la neutralité du droit, le droit serait quelque chose de neutre, comme ça, qui tombe du ciel, qui n'a aucun ancrage social, eh bien ce mythe de la neutralité du droit, il s'accommode très mal de l'anthropologie, ou de la sociologie, on pourrait étendre le raisonnement. Et pourtant, le paradoxe, me semble-t-il, c'est que il est évident qu'il n'y a pas d'ordre juridique, il n'y a pas de système juridique, il n'y a pas de construction juridique sans une certaine conception plus ou moins implicite de l'homme et de l'humain. Et par conséquent, le droit eh bien, est toujours adossé à une conception de l'homme qui varie selon les époques. Et cette conception de l'homme, elle irrigue, elle détermine, elle oriente les conceptions juridiques. Donc on pourrait dire que le droit révèle une anthropologie dominante, un ordre symbolique, structurant. Donc notre intuition de départ, si vous me suivez, c'est que l'anthropologie, finalement, elle est consubstantielle au droit. Il y a un lien organique entre le droit et l'anthropologie au sens de science de l'homme. Hein. Et ce qui nous a intéressés, alors ce lien il est évident, mais ce qui nous a intéressés, c'est que les juristes travaillent quand même assez dur pour masquer ce lien constamment, pour le dissimuler, et pour rejeter l'anthropologie hors de leur discours, hors de leurs institutions. Et c'est la même chose avec la sociologie. Bon, ça c'était notre intuition de départ, qui est un peu évidente, mais enfin évidente peut-être pour nous, historiens du droit, mais pour nos collègues juristes, peut-être pas autant. Et du coup, on s'est engagé dans une vaste enquête historique sur les relations entre le droit et l'anthropologie au XIXe et XXe siècle. Alors l'anthropologie dans un sens très large, hein, de science de l'homme, mais on va y revenir. Alors notre projet, c'était pas du tout de dire, alors au XVIIIe siècle, la vision de l'homme c'est ça, et puis au XXe siècle c'est ça. C'était pas d'essayer de dégager, évidemment, les différentes visions de l'homme à travers toutes les époques, ça ce serait de la philosophie du droit, pratiquement. Nous, notre idée, c'était vraiment de faire un travail d'historien. Un travail d'historien à partir d'archives, à partir de sources imprimées, faire l'histoire donc de ces relations au long cours entre le droit et les sciences de l'homme. Sachant que Frédéric Audren et moi-même n'avons aucune compétence d'anthropologie du droit, hein, ni de sociologie du droit. On est vraiment historiens, et donc notre travail est un travail qui doit être pris comme tel, un travail d'histoire du droit, et en particulier d'histoire des savoirs juridiques. Alors plutôt que de vous présenter le produit fini, je vais essayer de vous faire rentrer dans notre boîte à outils d'historien en quelque sorte, et puis vous montrer comment on a procédé quand on a commencé cette enquête, puisqu'on n'y connaissait pas grand-chose finalement quand on a démarré. Alors en fait on va procéder de manière rétrospective. Nous on est parti du présent, et on a essayé de voir quels étaient un peu les discours sur l'anthropologie au présent, et puis on a remonté le temps, en quelque sorte, et donc je vous présenterai dans un second temps, après cette première partie, la méthode qu'on a utilisée, et dans un troisième temps, les résultats provisoires auxquels nous avons abouti. Alors, premier point, que j'ai appelé l'anthropologie juridique, une discipline sans histoire, point d'interrogation. Alors, vous savez que, je suppose que vous n'en avez jamais fait à l'université, pour les juristes parmi vous, mais parce que c'est une matière qui est très peu enseignée, mais dans le champ académique, il existe une matière qui s'appelle l'anthropologie juridique ou l'anthropologie du droit, et qui est la forme dominante que prennent ces rapports entre droit et anthropologie. Et
par le passé, un certain nombre d'auteurs ont tenté de trouver des solutions pour penser le droit en société, justement dans des groupes sociaux au sein desquels le droit ne se présente pas de manière spécifiée. Et autrement dit, dans des sociétés où on ne peut pas parler de droit au sens occidental ou au sens romain du terme. Donc Malinowski, Radcliffe Brown, Gluckman, tous ces auteurs qui ont affronté la place du droit dans la vie sociale. Alors cette anthropologie du droit, eh bien, elle est assez, disons, elle connaît un succès assez rapide dans le monde anglo-saxon à partir du XIXe siècle, avec notamment les travaux d'Henry Summermain, on en reparlera tout à l'heure, qui est l'auteur d'un ouvrage célèbre qui s'appelle Ancient Law, l'ancien droit. Et par contre, ce que nous racontent les anthropologues du droit d'aujourd'hui, c'est que, eh bien, cette anthropologie juridique, elle prospère dans les pays anglo-saxons, mais en France, eh bien, elle n'aurait joué aucun rôle quasiment, ou elle serait très marginale. Bon. Et le discours officiel des anthropologues du droit qui parlent de l'histoire de leur discipline, et ils ne sont pas très nombreux, c'est de dire finalement que la France n'a joué aucun rôle dans la naissance d'une anthropologie du droit. Il y a les anglo-saxons, il y a les allemands, mais en France, nous disent les anthropologues du droit, il ne se passe quasiment rien. En tout cas, il ne se passe rien, et c'est ça le cœur de leur argument, il ne se passe rien avant l'arrivée des Durkheimiens. Donc dans l'entre-deux-guerres. Donc le discours officiel, l'historiographie officielle de l'anthropologie juridique, c'est qu'il faudrait attendre l'entre-deux-guerres et les Durkheimiens pour voir l'avènement d'une réflexion anthropologique sur le droit. Avec les travaux que vous connaissez de Marcel Mauss sur le don, de Louis Gernet sur le pré-droit, de Davy sur le contrat, de Fauconnet sur la responsabilité, tous ces travaux durkheimiens. Et si on continue à étudier ce discours des anthropologues du droit, disons du XXe siècle, ils nous disent, bon alors une réflexion anthropologique sur le droit commence à émerger dans l'entre-deux-guerres avec les Durkheimiens, mais le père de l'anthropologie juridique, c'est lui, c'est Henri Lévy-Bruhl, qui était professeur d'histoire du droit, à la faculté de droit de Paris. Donc Henri Lévy-Bruhl est érigé en père de l'anthropologie du droit dans le discours officiel de ceux qui pratiquent cette discipline. Alors Henri Lévy-Bruhl, c'est le fils de Lucien Lévy-Bruhl, philosophe et anthropologue que vous connaissez. Et Henri Lévy-Bruhl, effectivement, a quelques titres pour prétendre à cette paternité, puisqu'il a amorcé un début d'institutionnalisation dans les facultés de droit de la discipline. Il a monté un des premiers cours d'ethnologie juridique dans les facultés de droit dans les années 50. Il a créé un parcours droit à l'Institut d'ethnologie. Donc c'est vrai qu'il a œuvré quand même pour cette anthropologie juridique, mais on n'en retient que lui, finalement. Et les cours que Henri Lévy-Bruhl crée dans les années 50 sont poursuivis ensuite par deux de ses disciples et compagnons de route. Le premier qui s'appelle Michel Alliot, qui est qui était un professeur de droit également, et le second qui s'appelle Jean Poirier, qui était un ethnologue. Je vous en prie. Un ethnologue qui était également formé au droit, qui avait une double formation. Donc Michel Alliot et Jean Poirier créent en fait, dans les années 60, vraiment ils implantent l'anthropologie juridique au sein de la faculté de droit de Paris, puisqu'ils créent notamment des chaires qui sont dédiées à cette question, des chaires d'anthropologie, d'ethnologie juridique, comme on disait à l'époque, une chaire également de droit coutumier africain. Et surtout, il crée en 1964 un laboratoire d'anthropologie juridique de l'Université de Paris qui va devenir le lieu où se pratique l'anthropologie du droit dans les années 60, 70, 80, 90 en France. Un lieu un petit peu, que eux présentent comme étant un petit peu un lieu mythique d'invention d'une anthropologie juridique à la française, le laboratoire d'anthropologie juridique de l'Université de Paris. Et puis ils ont assuré les parties juridiques du volume Ethnologie générale dans la Pléiade. Voilà, donc ils ont vraiment institutionnalisé cette discipline dans les facultés de droit, et cette institutionnalisation, cette disciplinarisation de l'anthropologie juridique, elle date justement donc des années 50-60. Sauf que ces trois personnages, Henri Lévy-Bruhl, Alliot et Poirier, eh bien, quand ils ont constitué l'anthropologie juridique en discipline, donc quand ils ont créé des chaires, etc., ils ont voulu faire ce que font toutes les nouvelles disciplines qui émergent, c'est-à-dire qu'ils ont voulu se doter d'une belle histoire, d'une histoire familiale, d'une histoire mythologique,
ils ont voulu se doter d'une paternité acceptable, d'une paternité prestigieuse, et ces trois fondateurs de l'anthropologie juridique comme discipline, eh bien, ont tout simplement réécrit leur propre tradition. Ils ont réécrit leur histoire en la dégageant de ses impuretés ou de ses zones d'ombre, en quelque sorte. Et donc, ce faisant, la conséquence a été énorme quand même, c'est qu'ils ont écarté toute interrogation sérieuse sur l'histoire des relations entre droit et anthropologie au fil du temps. Et donc eux, ils disent non, mais l'anthropologie juridique, en fait, c'est nous, c'est Henri Lévy-Bruhl. Il y avait un peu les Durkheimiens dans l'entre-deux-guerres, mais c'est tout. Donc ils réécrivent une histoire qui est une histoire extrêmement courte de leur propre discipline. Une histoire extrêmement courte. Alors pourquoi font-ils ça? Bon, c'est le lot naturel de toutes les disciplines. Toutes les disciplines font la même chose, c'est classique en histoire des sciences, de réécrire sa propre histoire. Mais là, le problème, c'est que c'était très urgent, parce qu'après-guerre, bien sûr, on avait tout à fait conscience, dans le contexte des décolonisations, etc., que l'ethnologie juridique d'avant-guerre était très compromise par justement ce poids de l'histoire et de l'investissement dans les colonies. Et ça, quand on essaye de créer une discipline, ça fait un peu désordre à la Libération. Et donc à la Libération, ces gens-là évincent complètement l'histoire coloniale en disant non mais eux ils faisaient un truc, ils faisaient de l'ethnologie juridique, mais c'était pas vraiment de la vraie anthropologie juridique comme nous, on va vous la proposer. Donc ils effacent toute une partie de leur histoire, ils font table rase du passé, et dans un acte extrêmement symbolique, ils changent le nom de ce savoir. Autrefois on parlait d'ethnologie juridique, à partir de Henri Lévy-Bruhl, Michel Alliot, surtout de Michel Alliot et du laboratoire, on parlera d'anthropologie juridique. Donc il y a un changement de nom, qui est un acte de civilité savante, si vous voulez, ce passage de l'ethnologie à l'anthropologie juridique. Voilà. Alors tout ça, c'est assez classique, c'est assez naturel, et c'était urgent dans le contexte de l'époque. Ce qui est en revanche beaucoup plus frappant, à mon sens, enfin à notre sens, c'est que cette amnésie, depuis, n'a jamais bougé. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les années 60, il n'y a aucun, ou presque, aucun travaux sur l'histoire de l'anthropologie du droit. Alors que vous avez des travaux sur l'histoire du droit commercial, sur l'histoire du droit civil, sur toutes les branches du droit, mais pas sur l'histoire de l'anthropologie du droit. Et en fait, c'est d'autant plus frappant que quand vous regardez ce qui se passe du côté de l'histoire de l'anthropologie sociale et culturelle, eh bien là, vous avez un foisonnement d'études depuis les années 80 environ, des études qui sont extrêmement riches, avec des historiens de l'anthropologie qui n'éludent pas du tout les zones d'ombre de l'anthropologie sociale, qui vous parlent volontiers des colonies, qui vous parlent des questions raciales, alors qu'au contraire, les anthropologues du droit ont vraiment jeté le rideau sur toutes ces questions-là. Donc la première tâche qu'on s'est donnée avec Frédéric Audren, quand on a commencé à lire ces gens-là, Michel Alliot, Poirier, Henri Lévy-Bruhl, on s'est rendu compte que par rapport à ce qu'on trouvait aux archives, nous, ce qu'on avait croisé, il y avait quand même un problème, il y avait un hiatus. C'est-à-dire que ces gens disaient il n'y a pas d'anthropologie juridique avant l'entre-deux-guerres, et nous on trouvait plein de choses au 19e et même au tout début du 19e siècle. Donc notre première tâche quand on a commencé ce projet de recherche, ça a été justement de déconstruire ce récit, ou en tout cas d'essayer de le recontextualiser, de lui redonner son sens. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a en quelque sorte jeté un voile sur cette histoire? Donc on a publié, ça fait un peu autopub, j'aime pas ça, mais c'est pour les étudiants, on a publié donc 3 textes qui reviennent justement sur cette histoire très récente et sur ce récit qui a été opéré par les anthropologues des années 60-70. Ça va, tout le monde suit à peu près pour l'instant? Bon. Donc, du coup, on a essayé, nous, de remonter un peu plus loin que le discours officiel et de faire l'archéologie, c'est le deuxième point, de ces rapports entre droit et anthropologie. Alors notre hypothèse, elle était très simple, c'était que les juristes, évidemment, n'ont pas attendu qu'il y ait une discipline dans les facs de droit qui s'appelle anthropologie juridique pour mener une réflexion anthropologique sur le droit. La réflexion anthropologique sur le droit, elle est beaucoup plus ancienne que la naissance de cette discipline dans les années 50. Et donc, l'effet de cette disciplinarisation, ça a été de réduire le regard historique qui a été porté sur les relations entre ces deux branches du savoir. Donc une réduction du regard historique, puisque
quand vous lisez les juristes, même encore aujourd'hui, en fait, la question de l'homme derrière le droit, elle affleure constamment. Elle emprunte les chemins des catégories du droit, la coutume, les rites, les droits de l'homme, le droit naturel, tout ça, c'est de l'anthropologie implicite en quelque sorte. On cherche l'humain qui est derrière le droit. Mais voilà. Alors méthodologiquement, parce qu'on va parler un peu méthodologie pour les historiens en tout cas de l'assistance, méthodologiquement on a voulu éviter deux choses dans ce projet. Enfin en tout cas il a été rendu possible par deux choix méthodologiques. Le premier, ça a été d'éviter ce qu'on appelle, ce que les historiens des sciences appellent le présentisme ou la téléologie. Je vois que vous opinez du chef, vos professeurs vous en ont déjà parlé. Éviter le présentisme ou la téléologie, c'est-à-dire qu'en fait il fallait éviter de partir d'une définition contemporaine de l'anthropologie juridique et d'essayer de retrouver la même chose dans le passé. Ça fonctionne pas du tout, évidemment. Donc, il fallait essayer de se déprendre du poids de l'épistémologie contemporaine. Et donc, notre objectif, c'était de substituer à cette histoire disciplinaire très courte de l'anthropologie juridique une histoire plurielle des savoirs anthropologiques sur le droit. Donc vraiment substituer à cette histoire disciplinaire l'histoire des savoirs. Passer de l'histoire des disciplines à l'histoire des savoirs, ce qui élargit le spectre de la recherche de manière assez considérable et un petit peu désespérante, parce qu'on n'arrive pas à boucler ce projet évidemment. Et puis, la deuxième option méthodologique qu'on a mise en œuvre, c'est de ne pas faire une histoire des grands auteurs ou une histoire des grandes théories. Parce que quand on ouvre des histoires de l'anthropologie sociale, très souvent, on a une suite d'auteurs. Alors Durkheim, il a dit ça, et ensuite, il y a eu machin. Bon. En fait, si on fait ça, on n'aboutit à rien concernant la France. Ou quasiment à rien, en fait. Enfin, pas aujourd'hui, hein, mais plutôt dans le passé. Ou en tout cas, on aboutit à une histoire, encore une fois, qui est extrêmement récente. Et ne faire que l'histoire des théories, que l'histoire des auteurs en délaissant les pratiques, eh bien, ça aboutit de la même manière à réduire considérablement l'objet de recherche. Donc l'idée, c'était vraiment de passer d'une histoire internaliste des idées à une histoire sociale et intellectuelle des rapports entre droit et anthropologie. Alors ça, évidemment, ça nous a conduit à une plongée dans les archives, dans les sources imprimées. Donc on a essayé, en fait, d'identifier des espaces de rencontre, d'identifier des institutions au sein desquelles les juristes et les tenants des sciences de l'homme pouvaient discuter. Donc des sociétés savantes, par exemple, du XIXe siècle. Est-ce qu'il y avait des juristes dans les sociétés d'anthropologie du XIXe, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas qu'une histoire de faire de l'histoire des idées, c'est faire plus que ça et aller voir un petit peu du côté des institutions. Alors ça aboutit à un travail extrêmement fastidieux de prendre des revues, les bulletins, par exemple, de ces sociétés d'anthropologie, et dans les listes de membres, de pointer les juristes qui adhèrent à ces sociétés. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps, parce que ça demande beaucoup de recherche d'archives. Alors, voilà, bon, j'avais en fait fait un texte justement pour essayer, au tout début où on avait commencé à travailler sur ce projet, je m'étais amusée à dépouiller des revues juridiques et des revues anthropologiques et voir les recensions d'ouvrages que faisaient les uns sur les autres. Est-ce que les anthropologues lisaient les juristes? Est-ce que les juristes lisaient les anthropologues au XIXe siècle? Et en fait, ça aboutit quand même à une confirmation de notre intuition de départ. C'est-à-dire que les juristes lisaient énormément les tenants des sciences de l'homme dès le début du XIXe siècle. Bon, voilà. Alors du coup, nos résultats, dans un troisième point, qu'est-ce qu'on a trouvé justement en élargissant le spectre de nos recherches et en remontant un petit peu plus loin dans le temps? Alors en fait, là on va faire quelque chose de plutôt chronologique alors que nous on a procédé un petit peu dans le désordre et dans tous les sens, mais on a essayé de le remettre un petit peu dans l'ordre pour que ce soit plus clair pour vous. En fait, on a abouti à 3 étapes. Nous, on a dégagé 3 grandes périodes de cette histoire des relations entre le droit et l'anthropologie. Je suis devant le PowerPoint, vous me dites si vous n'y voyez rien. Et en fait, la première étape, c'est le premier 19e siècle, en 1804-1860, où là, on va essayer de rechercher les origines du droit. Et les juristes vont se livrer à ce qu'on a appelé une anthropologie de l'identité juridique nationale. Et je vais vous expliquer. Que se passe-t-il dans ce premier 19e siècle? Eh bien, la science juridique française
croisent abondamment les sciences de l'homme. Donc il y a un temps de cheminement intellectuel commun entre la science du droit et les sciences de l'homme. Et ce cheminement intellectuel commun, il s'explique parce que il y a un problème qui émerge au début du XIXe siècle, c'est celui des origines du droit. Donc quand on est juriste au début du XIXe siècle, il y a une obsession pour la question des origines du droit, parce qu'on est dans un contexte d'exégèse au niveau de la pensée juridique. On a une pensée juridique extrêmement littérale, extrêmement exégétique, juste après la promulgation du Code civil. Et du coup, commence à se faire jour une espèce d'insatisfaction de la communauté des juristes face à cette méthode de l'exégèse. Donc, tout ça est très connu. Et donc, on assiste à une vague d'historicisation de la science du droit, avec Savigny, etc. Une vague d'historicisation, et du coup, on est en train d'essayer de rénover les méthodes d'interprétation du droit. Et dans ce cadre-là, l'histoire apparaît comme une méthode particulièrement adaptée pour mieux saisir les rapports entre le droit et les phénomènes sociaux. On se dit, pour dépasser la lettre du texte, pour aller au-delà de la lettre du texte, il faut faire de l'histoire. Bon. Et donc l'histoire, dans les années 1820-1830, elle devient vraiment le critère de scientificité par excellence de l'étude du droit. Parce que ce qu'autorise l'histoire, que n'autorisait pas l'exégèse, c'était la recherche d'un substrat culturel qui ancre la règle de droit vraiment dans le social. Au lieu de faire de la règle de droit le produit d'une raison un petit peu désincarnée, là on essaye au contraire de trouver un substrat culturel. C'est un peu l'obsession des juristes de l'époque. Et je vous rappelle aussi qu'on est dans le contexte de l'après-congrès de Vienne en 1814-1815, de l'émergence des États-nations européens, et donc on cherche aussi à fonder une identité juridique nationale. Quel est l'esprit du droit français? Quelle est l'essence du droit français? Et ça, c'est un projet qui est profondément anthropologique. Alors du coup, ça aboutit à toute une série d'auteurs, toute une série de projets. Je vais simplement vous en citer un, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est Henri Klimrat, qui était historien du droit dans le premier 19e siècle, qui a publié des études sur les coutumes en 1837. Et dans ces études sur les coutumes, il a dressé cette très célèbre carte, qui est une carte de la France coutumière. Donc Henri Klimrat s'est essayé à ce qu'on a appelé une géohistoire ou une géographie coutumière. Et l'idée de Klimrat, c'était, par-delà la diversité des coutumes médiévales, il faut rechercher quel est l'esprit du droit français, qui a culminé dans le Code civil de 1804. Alors, la leçon de Klimrat, en fait, pour ce qui nous concerne, pour l'anthropologie, c'est que Klimrat, c'est l'un des premiers à avoir essayé, avoir essayé d'aller au-delà de l'abstraction de la norme. Il a essayé de dépasser cette abstraction, cette formalité qui caractérise les juristes, pour au contraire rechercher le substrat socio-culturel dont la norme ne serait que la manifestation, en fait. Donc voilà ce qu'a essayé de faire Henri Klimrat. Et cette façon de penser le droit qui émerge à ce moment-là a eu une grande fortune chez les historiens du droit en particulier. Et à partir des années 1850, quand le milieu de l'histoire du droit s'est constitué avec une revue, la Revue historique de droit français et étranger, qui est née à ce moment-là, eh bien, l'ambition de l'histoire du droit se fait anthropologique, dans son ensemble. Anthropologique dans le sens où les historiens du droit du 1er 19e siècle essayent de faire apparaître sous la surface du droit des formes d'organisation autochtone, des formes d'organisation sociale et culturelle, des caractéristiques culturelles plus profondes que la norme, en quelque sorte. Donc le droit n'est plus l'expression d'une volonté politique ou d'une volonté législative, plus seulement, c'est un révélateur de quelque chose de plus profond. Un révélateur des phénomènes culturels. Alors cette essence du droit français qu'on essaye de chercher, eh bien cette essence du droit français, on va la rechercher à cette époque par différents moyens. Quand on lit les auteurs, alors nous on a eu beaucoup de mal à débrouiller les fils, c'est très compliqué, mais quand on lit les auteurs, on s'aperçoit qu'il y a eu différentes tentatives pour savoir quel est l'esprit du droit français finalement. La première tentative, je vais vous en citer quelques-unes, la première tentative, ça a été de mobiliser la notion de race. Et la notion de race, pas au sens biologique encore, mais au sens historique.
la notion de race historique. Qu'est-ce que c'est que la race historique française? Eh bien, pour beaucoup de juristes des années 1820-1830, c'était les Gaulois. Donc il y a eu toute une réflexion sur l'ethnogenèse de la Gaule, sur le peuplement primitif du pays, en fait, puisque en recherchant les origines, on disait, bon, qui était là en premier? Les Gaulois. Et donc on a toute une série de réflexions sur le droit gaulois comme origine du droit français. Et ça va aboutir au fait que les juristes, pour réfléchir à ces questions, eh bien, ils lisent beaucoup de philologie. En particulier, ils lisent beaucoup de philologie celtique. Donc ils vont investir tout un tas de sociétés savantes, comme l'Académie celtique au tout début du siècle, la Société des antiquaires de France, etc. Donc ils mènent des recherches sur ce qu'ils appellent les antiquités du droit français. On recherche le plus ancien droit français parce que c'est lui, finalement, qui va nous expliquer quel est l'esprit du droit français. Et puis le deuxième point, la deuxième façon qu'on a eue d'essayer de trouver quelles étaient les origines du droit français, c'est d'étudier les mythes ou la poésie primitive et les symboles. Les symboles, les mythes, la poésie primitive. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le droit gaulois c'est bien gentil, mais en fait, il n'y a pas de source écrite, c'est très compliqué, c'est surtout l'archéologie, en l'occurrence, qui va être importante, sauf que l'archéologie, elle n'est pas très développée à cette époque. Et donc les juristes se disent comment faire pour comprendre quel était l'esprit profond du droit français, l'esprit le plus ancien. Si on n'a pas de source juridique, on va aller voir les sources littéraires et travailler sur la poésie la plus ancienne, les symboles, parce que l'idée c'est que les symboles, les mythes, la poésie, tout cela est un conservatoire des formes juridiques les plus anciennes. Comme si les formes juridiques les plus anciennes avaient été fossilisées dans la poésie, dans les mythes, etc. Donc on se déporte sur les sources littéraires, alors avec quelqu'un comme Michelet, par exemple, qui a écrit un ouvrage sur la symbolique du droit, mais également un exemple que vous avez ici, d'un avocat qui s'appelle Chassant, et qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Essai sur la symbolique du droit », précédé d'une introduction sur la poésie du droit primitif. Voilà un exemple parmi d'autres d'inventivité des juristes pour essayer d'aller chercher l'homme derrière le droit. Et puis le troisième point, la troisième façon qu'ont eu les juristes d'essayer de sonder l'esprit du droit français, mais qui s'articule avec une recherche des origines universelles du droit, donc c'est un peu compliqué, c'est le mythe des origines indo-européennes du droit. Et là, dans la première moitié du 19e, il y a beaucoup de juristes qui considèrent que le droit romain, le droit grec, les droits celtiques par exemple, ou les droits germains, dérivent tous d'un droit commun qui serait le droit des hindous. Parce que l'hypothèse à l'époque dans les sciences de l'homme, c'est qu'on aurait eu une migration des peuples en Europe à partir d'un foyer initial, qui était ce foyer indien. Et donc, étudier la culture de l'Inde ancienne, pour beaucoup de juristes, c'était du coup avoir une voie d'accès privilégiée à la culture européenne et à la culture juridique française. Donc il y a des magistrats à Pondichéry qui vont écrire tout un tas d'ouvrages sur le droit indien, parce qu'ils pensent que dans le droit indien, on va trouver les origines du droit français. Le mythe des origines indo-européennes, donc du droit français. Et pour cela, il y a beaucoup de juristes qui adhèrent, encore une fois, à des sociétés savantes qui s'adonnent à la philologie orientale. À l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, par exemple, il y a beaucoup de juristes, et ça on ne le savait pas vraiment avant de faire un pointage, beaucoup de juristes qui adhèrent à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, parce que c'est là que se pratique notamment la philologie orientale. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez que les juristes, vraiment, s'intéressent à toutes les sciences de l'homme, à cette époque-là. Voilà pour ce premier point, le premier 19e siècle, c'était donc rechercher les origines du droit. Alors changeons de période. À partir des années 1860 jusqu'aux années 1950, alors ces découpages sont complètement arbitraires, ils peuvent être discutés évidemment, les juristes vont un petit peu changer d'optique, et à partir de la seconde moitié du 19e, ils vont essayer au contraire de maîtriser les évolutions du droit face à une société qui change très rapidement, et donc l'ethnologie devient un instrument de politique juridique. Un instrument donc de politique juridique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la seconde moitié du 19e? On a beaucoup de transformations extrêmement rapides. L'industrialisation, la question sociale, la question ouvrière qui émerge, qui révèle les insuffisances du droit civil. Bon, on a beaucoup de choses qui changent dans cette Europe du droit. Et les juristes, leur nouvelle obsession, c'est de répondre
à ces transformations sociétales. C'est d'arriver à trouver des solutions. Et du coup, pour trouver des solutions, pour arriver à moderniser les outils du droit en quelque sorte, eh bien, ils délaissent un petit peu l'histoire, qui avait leur préférence avant, et ils vont s'intéresser aux sciences sociales émergentes. Donc la sociologie, l'économie, ou encore, pour ce qui nous concerne, l'ethnologie. Tout ça pour trouver des solutions. Alors cet intérêt pour les sciences sociales émergentes, et en particulier pour l'ethnologie, elle va emprunter 3 chemins différents. Là encore, je simplifie beaucoup. 3 chemins différents, et le premier de ces chemins, c'est qu'on va s'intéresser de plus en plus à ce qu'on appelle les primitifs ou les sauvages. Donc les primitifs au secours de la pensée juridique, de la science juridique, c'est le premier point. Les juristes, à partir des années 1860, sont absolument fascinés par les droits dits archaïques ou primitifs, on trouve toutes sortes d'expressions, sous l'influence de penseurs comme Summermain, que je vous ai cité tout à l'heure, mais aussi de toute l'ethnologie de la parenté qui est en train d'émerger à ce moment-là, Bachofen, McLennan, Morgan, tous ces penseurs-là. Et donc les juristes s'intéressent de plus en plus aux formes de normativité, disons, des peuples qui sont étrangers à la tradition romaine du droit. Donc on va aller voir chez les sauvages, disent-ils, et les sauvages, comme ils les appellent, gagnent le droit de cité dans la réflexion juridique française. Et ce phénomène est européen d'ailleurs, il n'est pas que français. Et les juristes en particulier à cette époque-là sont extrêmement influencés par la théorie évolutionniste unilinéaire qui est promue par les sciences sociales à cette époque. Donc vous connaissez cette théorie évolutionniste unilinéaire. Toutes les sociétés, je m'adresse là au Master 2, toutes les sociétés passeraient par les mêmes stades de développement dans le sens d'un progrès continu. Donc il y aurait une sorte d'échelle du progrès, et évidemment tout en haut il y a nous, et puis tout en bas il y a eux. Et donc les stades de développement seraient les mêmes. Donc dans cette perspective-là, il n'y a pas de relativisme culturel. Quand on étudie telle ou telle peuplade africaine, c'est pas du tout dans un but de voir comment fonctionnent les autres, dans une optique relativiste. Non. Les primitifs, ils sont pas différents. Les primitifs, c'est nous, il y a plusieurs siècles, en fait. Et donc en allant les étudier, ces primitifs, c'est notre propre histoire qu'on étudie. On étudie, c'est comme une leçon d'histoire vivante. On va là-bas et puis on voit comment on était dans le passé. Et donc, comme dans un miroir, si vous voulez, ou une machine à remonter le temps. Donc, pour comprendre notre droit français, disent les juristes à cette époque, il faut aller voir ce qui se passe en Afrique ou en Asie. Second point, toujours dans cette maîtrise des évolutions juridiques, comment est-ce que l'anthropologie peut venir secourir les juristes? Eh bien, avec la question de la race, cette fois-ci. La question de la race, mais là, la race au sens biologique du terme. Et là, je vais parler un petit peu de ce qu'on appelait au XIXe siècle l'anthropologie physique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. L'anthropologie physique, ça désignait en fait toutes les études sur le corps humain, si vous voulez, l'histoire naturelle de l'homme. Donc ça comprenait la paléontologie, mais aussi toutes les mesures de crâne, la phrénologie, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, cette anthropologie, alors quand on dit anthropologie au XIXe siècle, on parle toujours d'anthropologie physique, sinon on dit ethnologie. Alors l'anthropologie physique, pour certains juristes, doit servir à orienter le droit et à orienter le législateur. Et il y a en particulier une société savante qui s'illustre, c'est l'école d'anthropologie de Paris, qui a été fondée par un médecin qui s'appelle Paul Broca, et qui fait plein de mesures sur le corps humain. Et l'idée se propage, alors elle est très contestée parmi les juristes, mais elle se propage, qu'il existerait une hérédité des caractéristiques individuelles et morales des individus. Une hérédité des caractéristiques individuelles et morales des individus. Et c'est une doxa, une espèce de culture raciale qui est assez largement partagée par les historiens, les philosophes ou encore les juristes. Alors, quelles conséquences sur le droit? Il y a une hérédité des caractéristiques biologiques. Eh bien, la conséquence, d'abord, vous en avez déjà entendu parler, c'est que ce lien entre biologie et droit, entre anthropologie physique et droit, il va s'exprimer de manière privilégiée en droit pénal. C'est la question de l'anthropologie criminelle. L'anthropologie criminelle, développée par Cesare Lombroso, en Italie,
Et les médecins et les juristes en France débattent très vivement de la question de savoir s'il existe un type criminel ou pas. S'il existe un criminel né, autrement dit. Donc il y a des débats très intenses qui sont l'occasion de redéfinir les causes de la criminalité, de redéfinir les limites de la responsabilité pénale, etc. etc. Ce lien entre biologie et droit, il a une autre application privilégiée, en plus du droit pénal, c'est le droit colonial. Et là, dans les colonies, les juristes mobilisent abondamment cette anthropologie physique et les travaux des médecins qui peuplent l'école d'anthropologie de Paul Broca notamment. Et c'est surtout dans les tribunaux que l'anthropologie physique est mobilisée parce que les juges, lorsqu'ils sont confrontés à une question de citoyenneté ou bien d'établissement du lien de filiation, les juges vont se servir des travaux des médecins, des anthropologues physiques, comme on dit, pour essayer, disons, de détecter à quelle ethnie appartient tel ou tel individu. Donc, on a une mobilisation assez intense, notamment dans la question du métissage, pour les métis, de ces travaux d'anthropologie physique. Voilà. Donc ici, vous voyez que l'anthropologie, au sens biologique, est directement utilisée par le monde juridique dans différents domaines. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant de noter que l'inventeur de l'expression anthropologie juridique, c'est pas un juriste, c'est un médecin. Et c'est un médecin qui appartenait à cette école de Paul Broca, qui s'appelle Léonce Manouvrier. Et en fait, il a écrit un grand texte, enfin un texte assez long, justement sur l'anthropologie juridique. C'est lui qui invente l'expression, en disant que l'anthropologie juridique, c'est l'anthropologie, alors au sens biologique pour lui, appliquée au droit. L'anthropologie appliquée au droit, alors jusque-là on s'en serait douté, mais enfin personne n'avait inventé cette expression, et lui plaide pour faire de l'anthropologie une science qui doit aider le législateur à réformer le droit. Alors c'est très dangereux évidemment, par bien des aspects. Ça va mener à l'eugénisme, ça va mener aux lois de Vichy que l'on connaît, etc. Sauf que Léonce Manouvrier, en fait, était quelqu'un d'extrêmement progressiste. Et lui, notamment, pour la petite histoire, il avait comparé des cerveaux d'hommes et de femmes en disant « Mais regardez, le cerveau de la femme est l'égal du cerveau de l'homme, donc il faut leur accorder l'égalité des droits. » Il écrit ça en 1894, Léonce Manouvrier. Donc vous voyez que ça peut servir à justifier tout et son contraire, finalement, cette utilisation de la biologie. Troisième point, toujours dans cette maîtrise des évolutions juridiques, l'ethnologie juridique, cette fois-ci entre législation comparée et enquête de terrain. Alors on a dit que dans les colonies, les juristes se servaient des écrits des anthropologues. Mais là, ce qui est intéressant de constater, c'est que la colonisation va aussi contribuer à ce que les juristes eux-mêmes produisent un certain savoir ethnologique sur le droit. Donc là, ils ne se contentent plus de lire les autres, ils produisent eux-mêmes un savoir sur les droits autochtones ou sur l'altérité juridique. Et on a des travaux de magistrats, notamment, c'était beaucoup de praticiens, de magistrats ou d'administrateurs coloniaux. Je pense à des noms qui ne vont peut-être pas vous parler, mais Sotera et Charbonneau sur le droit musulman, Aristide Le Tourneux et Adolphe Hanoteau sur les coutumes kabyles, des enquêtes extrêmement célèbres du XIXe siècle. Alors, étudier évidemment l'altérité juridique dans les colonies, ça a pour but, vous vous en doutez, d'arriver à une domination rationnelle des indigènes. C'est mieux les comprendre pour mieux les administrer. Donc, c'est pas évidemment tout à fait neutre. Mais ça a quand même été l'occasion de la production d'une forme de savoir proprement ethnologique sur le droit. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait de s'intéresser aux droits indigènes et d'aller les observer directement, ça fait écho aussi à une grande passion qui s'est emparée des milieux juridiques à partir des années 1860, c'est le comparatisme. Il y a un grand développement du droit comparé, de ce qu'on appelle la législation comparée, dans les années 1860-70. Et quand les juristes s'intéressent aux droits asiatiques, aux droits africains, etc., c'est aussi dans le but d'arriver à des sortes de classifications de familles de droit. Des classifications de familles de droit, donc il y a aussi un objectif directement intellectuel, pas uniquement de gestion des colonies.
Alors dans l'entre-deux-guerres, les choses commencent à changer un petit peu, ou en tout cas on assiste à un renforcement de ces enquêtes, à une accélération de ces enquêtes de terrain dans les colonies. Elles avaient commencé au 19e, mais c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres qu'elles s'accélèrent. Et là, on a tout un tas d'enquêtes, on commence à parler d'ethnologie juridique, et de la part de personnes qui ne veulent pas simplement aider le colonisateur à mieux dominer les populations, mais des enquêtes qui sont là aussi, disons, effectuées dans un objectif d'altérité un petit peu plus détaché des questions coloniales, en regardant notamment du côté de l'anthropologie sociale. Donc les juristes commencent à regarder ce qui se fait du côté de ce qu'on appellera plus tard l'anthropologie sociale, et en particulier ils vont regarder du côté de l'école durkheimienne, de l'année sociologique, pour penser la juridicité hors du cadre occidental. Alors cette ambition qui est vraiment cette fois-ci proprement ethnologique, eh bien, elle conduit de plus en plus au travail de terrain, qui est en train de s'imposer dans les sciences sociales à la même époque. Pendant longtemps, les juristes, quand ils s'intéressaient aux droits indigènes, ils lisaient en fait des choses. Et bien là, au contraire, ils vont commencer à s'initier au travail de terrain. Alors, ils ne sont pas très nombreux à s'initier au travail de terrain, mais il y en a quelques-uns que je vais vous citer. Il y a notamment quelqu'un dont je reparlerai qui s'appelle René Monnier. René Monnier, qui était professeur de droit dans l'entre-deux-guerres, qui a mené des enquêtes célèbres sur la Kabylie, qui lui-même raconte qu'il prenait un mulet, puis qu'il allait chevaucher sur les sentiers à dos de mulet, et puis qu'il allait discuter avec les gens, etc. Alors ça, c'est unique en son genre, René Monnier. Il y a également des femmes qui commencent à mener des enquêtes ethnologiques et des travaux qui se développent sur ça. Et je pense notamment à une avocate qui s'appelait Mathéa Gaudry, qui n'est pas très connue, mais qui a mené dans les années 20 et les années 30 des enquêtes sur la condition des femmes berbères, en allant résider chez les populations. Et puis quelqu'un aussi, comme, je ne vais pas vous abreuver de nom, mais Georges Marcy par exemple, qui était à la fois linguiste et juriste, et qui à la même époque se lance dans des enquêtes sur l'organisation sociale et les coutumes berbères. Et puis il y a aussi évidemment Jacques Berck et son enquête sur les contrats nord-africains, etc., etc. Donc quand on se plonge un peu dans le droit colonial, il y a quand même beaucoup d'enquêtes de terrain ethnologiques qui émergent, dont beaucoup ont été un petit peu oubliées. Mais celui quand même qui est la figure émergente de cette histoire de l'entre-deux-guerres, c'est René Monnier, que vous avez ici, avec une photo que j'ai retrouvée aux archives. Vous le voyez ici à Ceylan en 1935 en costume un peu colonial. Hein. Donc René Monnier, il prend le leadership en quelque sorte. Alors pourquoi on a retenu que lui, on a un peu oublié les autres? Eh bien parce que René Monnier était professeur de droit à la faculté de droit de Paris, donc il avait un poste très, très central. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va commencer en fait à institutionnaliser, timidement encore, mais enfin à institutionnaliser l'ethnologie juridique au sein des facultés de droit. Donc il a créé une salle de travail à la faculté de droit de Paris, il a monté de toutes pièces une bibliothèque, il a fait venir des ouvrages, ça paraît idiot, mais sans bibliothèque vous ne pouvez pas travailler bien sûr. Il a également dirigé des thèses d'administrateurs coloniaux faites à partir de travail de terrain. Lui, il était très très attaché au travail de terrain, et puis il a monté une collection d'ouvrages qui s'appelle Études de sociologie et d'ethnologie juridique, où il a publié un certain nombre de ses thèses, mais aussi des conférences qui étaient faites au sein de cette salle d'ethnologie juridique. Donc René Monnier, vous voyez, a vraiment institutionnalisé cette ethnologie juridique dans l'entre-deux-guerres. Sauf qu'il a mal tourné, René Monnier. Et c'est ce qu'on va voir avec le troisième point de cette intervention. Troisième temps, c'est l'après 1950. Enfin, la libération, disons. Que se passe-t-il après-guerre? Alors après-guerre, après 1945, la situation est la suivante, c'est que l'ethnologie juridique disparaît quasiment complètement. Elle disparaît complètement parce que son principal représentant, c'était justement René Monnier. Or, qu'est-il arrivé à René Monnier à la Libération? Eh bien, il s'est fait radier du corps des professeurs de droit, ce qui est assez rare. Il a subi l'épuration, et il s'est fait radier parce qu'en fait, il avait pris le petit déjeuner à la commande en tour, nous dit son dossier. Donc il s'était compromis avec l'occupant allemand, en fait, pour le dire plus clairement,
Alors c'est peut-être un peu léger, quand on a du mal à évaluer, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on sait pas, on sait quand est-ce qu'il est mort, mais j'ai jamais retrouvé de dossier, on ne sait pas ce qu'il a fait, quand il a été radié du corps des professeurs de droit. Il a disparu des radars académiques en tout cas, et donc, et puis en plus il faut savoir que René Monnier était quand même rallié à Vichy, que c'était un grand défenseur de l'empire colonial, c'était un personnage quand même très, comment dire, enfin vous avez compris, très trouble, hein, très trouble. Et donc René Monnier disparaît de l'espace académique et avec lui disparaît l'ethnologie juridique, puisque c'était quand même quasiment le seul représentant de cette discipline. Ce qui n'était pas encore une discipline, mais de ce savoir en tout cas. Et donc l'ethnologie juridique, après-guerre, elle est complètement discréditée pendant un temps, puisqu'on est dans un contexte des indépendances, des mouvements de décolonisation qui s'amorcent petit à petit, et donc à partir de là, l'ethnologie juridique, elle est associée à l'œuvre de domination coloniale. Donc c'est très compliqué pour elle de rebondir après-guerre. Et c'est ce que je vous disais en commençant cette conférence, c'était que ceux justement qui vont reprendre le flambeau en la changeant de nom et en l'appelant anthropologie juridique, c'est justement Henri Lévy-Bruhl, Michel Alliot et Jean Poirier. Donc des gens qui vont refonder cette ethnologie juridique sur de nouvelles bases, qui vont essayer de rompre avec l'ethnocentrisme, de rompre avec l'occidentalisme, entre guillemets, de leurs devanciers. Donc eux vont se faire les promoteurs d'une diversité culturelle plus soutenue. Ils vont, disons, essayer d'être aussi respectueux que possible des formes juridiques autochtones. Donc on entre dans l'ère de la diversité culturelle, autrement dit. Alors ça ne s'est pas fait en 10 minutes, évidemment, et un certain nombre d'entre eux, bien qu'ils aient essayé en toute bonne foi hein, de se déprendre de l'ethnocentrisme et de dire non, il faut arrêter d'analyser le droit africain avec nos catégories françaises, ça n'a pas de sens. Il faut raisonner dans les termes mêmes des acteurs africains, donc il y a toute une réflexion méthodologique à cette époque-là, alors inspirée par Lévi-Strauss évidemment et ses célèbres sorties contre l'ethnocentrisme justement, hein, Michel Léris, etc. Eh bien, malgré tout, certains de ces anthropologues, et en particulier Jean Poirier, vous savez, c'était l'ethnologue formé au droit, il avait la double formation, se sont compromis un petit peu dans les décolonisations, puisqu'ils sont allés faire de l'anthropologie appliquée, ils sont allés aider les États africains qui prenaient leur indépendance à rédiger leur code, en gros. Et donc, ils ont aidé à un travail de récolte des coutumes pour mieux rédiger les codes, etc. Mais ce faisant, évidemment, ils ont altéré en partie les coutumes. Donc voilà, il y a eu quand même quelques décennies troubles. Hein. Dans les années 50, 60, on promeut la diversité culturelle, mais comme on est occidentaux et qu'on est quand même plus fort que les Africains, on va quand même aller leur expliquer comment il faut codifier leurs droits. Donc il y a quand même quelque chose d'assez ambivalent ici. Mais en tout cas, ils vont créer ce laboratoire, dont je vous parlais en commençant, en 1964, ce laboratoire d'anthropologie juridique, et c'est la première fois que l'anthropologie juridique est donc enseignée de plein droit dans les facultés de droit, alors que jusqu'à présent, où l'enseignait-on? L'ethnologie juridique, comme on disait alors, on l'enseignait à l'école coloniale, devenue plus tard l'école nationale de la France d'outre-mer. Donc c'était clairement une discipline qui était destinée à aider les colonisateurs. Et bien désormais, elle est enseignée dans les facultés de droit, et pas n'importe laquelle, à la faculté de droit de Paris, et sous forme optionnelle dans les facultés de droit de province, ou peu importe. Alors cette promotion de l'anthropologie juridique dans les années 50-60, elle s'accompagne d'une redéfinition radicale des ambitions de la discipline et du périmètre de cette discipline. Donc il y a vraiment, on dépoussière le tout. Et qu'est-ce que vont faire les acteurs des années 50 et 60 ? Ben, ils vont faire deux choses. D'abord, ils vont redéfinir le périmètre géographique de l'anthropologie du droit. Redéfinition du périmètre géographique, puisque, vous le savez, c'est l'époque de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie, et ça rend très difficile l'accès à ces terrains, bien sûr. Et donc, il y a tout un tas de juristes qui étaient en poste en Indochine, dans les facultés coloniales, ou en Algérie, qui vont, au contraire, investir le terrain de l'Afrique subsaharienne. Donc on a un basculement géographique, et désormais, quand on lit les acteurs de l'époque, on a l'impression que l'anthropologie du droit est réservée à l'Afrique subsaharienne. L'Asie disparaît complètement, notamment.
alors qu'il y avait de l'ethnologie juridique en Asie. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose, un resserrement géographique vers l'Afrique subsaharienne. Et puis la deuxième évolution, c'est un resserrement sur les outils du droit, à cette époque-là. Et un resserrement sur les outils du droit, ça veut dire qu'en fait, le dialogue entre les facultés de droit et les facultés des sciences humaines, les facultés des lettres, ce dialogue se tarit à cette époque. Il se tarit, alors d'une part parce que les facultés de droit veulent affirmer leur hégémonie sur leur nouvelle discipline. Donc les facultés de droit, elles disent l'anthropologie du droit, c'est nous. Hein. On ne va pas accepter que des anthropologues non juristes fassent de l'anthropologie du droit, ils comprennent nos droits. Et puis, dans le mouvement inverse, les facultés des sciences humaines, les facultés des lettres, eh bien, regardent avec beaucoup de suspicion la vie juridique, qui est jugée superficielle ou secondaire. On dit la vie juridique, c'est la surface des rapports sociaux. Mais quand on étudie le droit, on n'étudie pas vraiment la société en profondeur. Donc on a une mésentente, une incompréhension entre l'anthropologie et l'anthropologie du droit. Voilà. Et je ne sais plus qui m'avait raconté, ça. Ah ben c'est Étienne Leroy, l'un des fondateurs du laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, le fameux dont je vous parle tout le temps, dans les années 60. Étienne Leroy, on est allé l'interviewer pour faire des archives orales. Et je lui ai dit, quelles étaient vos relations avec Claude Lévi-Strauss et avec le laboratoire d'anthropologie sociale? Et en fait, il m'a répondu, je suis allée toquer 1 ou 2 fois à leur porte, et il s'est fait recevoir. Vraiment, Claude Lévi-Strauss a dit, le droit, ça ne nous intéresse pas. Et ce que vous faites, les juristes, c'est pas intéressant. Donc, il a confirmé cette espèce d'incompréhension entre les anthropologues et les anthropologues du droit. Et de manière générale, à partir de là, l'anthropologie juridique concentre son attention sur les phénomènes coutumiers. Et quelqu'un comme Jacques van der Linden, qui est un anthropologue du droit belge, va jusqu'à définir l'anthropologie juridique comme la science de la coutume. La science de la coutume. Donc vous avez compris que l'Afrique est le laboratoire privilégié pour beaucoup de ces juristes de cette coutume. Et beaucoup d'anthropologues ensuite emprunteront la voie du pluralisme juridique et réfléchiront à des situations où le droit de l'État cohabite avec les droits locaux. Donc on va beaucoup réfléchir à ces questions de pluralisme juridique. Voilà, alors ce que je voulais simplement, je suis en train de terminer mon propos, ce que je voulais simplement vous faire comprendre, c'est qu'en étudiant l'histoire de l'anthropologie du droit uniquement comme discipline universitaire, en gros on commence au mieux dans l'entre-deux-guerres, au pire dans les années 60. Mais quand on réouvre un petit peu le champ de ce que peut recouvrir l'anthropologie au sens très général de sciences de l'homme, on aboutit sur l'histoire, la philologie, l'anthropologie physique, sur en fait des champs du savoir qui n'étaient pas encore justement institutionnalisés. Et là, ça réouvre toutes les champs du savoir que les juristes ont pu mobiliser pour penser l'homo juridicus, pour penser et pour élucider qui est l'homme derrière le droit, finalement. Alors, pour terminer vraiment, on a publié trois ouvrages ou 3 textes, si vous voulez lire un petit peu plus sur ces questions. D'abord un bouquin qui a été dirigé par Frédéric Audren qui s'appelle Henri Lévy-Bruhl, juriste sociologue, où là, il a fait un texte dedans pour expliquer pourquoi Henri Lévy-Bruhl n'est pas le vrai père de l'anthropologie du droit. Et puis on a dirigé un numéro spécial de la revue Clio et Thémis. Alors à l'attention des étudiants, c'est la revue, une des principales revues d'histoire du droit. Elle est en ligne, accessible gratuitement. Et donc il y a un numéro qu'on a dirigé qui s'appelle Droit et anthropologie, archéologie d'un savoir et enjeux contemporains. Donc vous pourrez aller lire davantage si vous voulez en savoir plus. Et puis on a écrit un texte qui n'est pas encore paru et qui va paraître dans un livre qui sera le Oxford Handbook of Law and Anthropology, dans lequel Baudouin a écrit un texte également. Voilà. Et là, vraiment, ce texte résume tout ce que je viens de vous dire de manière un peu moins schématique et un peu plus approfondie. Et puis pour terminer vraiment cette fois-ci, on a créé un blog qui s'appelle le blog Droit et Anthropologie, où on fait la publicité. Alors on a essayé de créer une plateforme qui regroupe un petit peu tout ce qui sort en anthropologie du droit, pas en histoire, en anthropologie du droit en général, mais on a du mal à le faire démarrer, il faut quand même bien être honnête, les gens ne nous passent pas beaucoup d'infos, donc on va nous-mêmes à la pêche aux informations. Voilà. Et puis surtout, on a pris la direction d'un axe histoire des rapports entre droit et anthropologie, où on va essayer de développer justement tout ce que je vous ai dit,
dans une encyclopédie en ligne qui s'appelle Berose, qui est accessible gratuitement aussi, et qui en fait est l'encyclopédie internationale des, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, des savoirs anthropologiques. En gros, c'est l'encyclopédie des historiens de l'anthropologie sociale. Et donc, ils nous ont gentiment fait une petite place pour l'histoire de l'anthropologie du droit. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie.